écoutez Votre santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre santé. Je m'appelle Carl Thériault. La campagne québécoise de vaccination contre la grippe commence le 1er novembre et se termine le 15 décembre. C'est aussi le temps de l'année où les médias sociaux s'emballent avec des messages du mouvement anti-vaccin. Pour déboulonner les mythes véhiculés par ce mouvement, j'accueille le Dr Karl Weiss. Le Dr Weiss est chef de la division des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif, un établissement du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour Dr Weiss. Bonjour. Dites-moi, est-ce que ce discours anti-vaccin, d'après vous, a eu un impact négatif important sur les taux de vaccination? Je dirais pas qu'il a eu un impact négatif important, mais il faut savoir que le discours anti-vaccin a quand même un impact sur la façon dont les gens perçoivent les vaccins. Le problème avec les vaccins, c'est qu'ils sont victimes de leur succès, c'est-à-dire que ça a tellement bien fonctionné qu'on ne voit des fois plus les conséquences, je vous dirais, de la non-vaccination. L'exemple classique, c'est la poliomyélite qui a quasiment disparu au Québec, des maladies infantiles qu'on ne voit quasiment plus. Donc les vaccins ont tellement bien fonctionné que finalement, quand on ne vaccine plus les gens, on ne voit plus les problèmes. Et donc, on est dans une société riche où on se pose des questions parfois inutiles, alors que dans beaucoup de pays dans le monde où malheureusement ils sont confrontés de façon très grave à ce genre de problème de maladies infectieuses, personne ne remet en question la valeur des vaccins. Alors, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut pas oublier la chose suivante. En l'an 1900, l'espérance de vie au Québec était de 45 ans. Aujourd'hui, elle est à peu près de 84-85 ans. Et ce qui a changé de façon drastique, c'est l'hygiène, l'arrivée des antibiotiques et les vaccins. Et il faut pas oublier non plus que au Québec, en 1900, comme partout en Occident, un enfant qui naissait avait une chance sur deux d'atteindre l'âge de 18 ans, parce que la plupart du temps, il mourait de maladies infantiles qui sont aujourd'hui prévenables par la vaccination. Donc finalement, aujourd'hui, les vaccins ont tellement bien fonctionné que les conséquences de la non-vaccination ont disparu et les gens commencent à se poser des questions sur la valeur des vaccins. Alors, c'est vraiment le message à retenir. Les vaccins sont un peu victimes de leur succès. Et ont donné un effet pervers de naissance à ce mouvement anti-vaccin, c'est un peu ironique. Mais quand même, ils ont, avec l'aide des médias sociaux, ils ont affecté le débat public, le discours public également. Là, ils véhiculent des mythes comme le premier là, qu'on voudrait attaquer, qu'on voudrait déboulonner. Les vaccins causent des maladies graves. Vrai ou faux? Pourquoi ces gens-là véhiculent cette information-là? Alors là, il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord le problème des médias sociaux qui sont une arme à double tranchant, c'est-à-dire que ce sont des armes à la fois très utiles pour diffuser de l'information, pour permettre aux gens d'aller chercher de l'information, mais ça permet aussi à tout groupe extrémiste ou peu importe ce qu'ils veulent véhiculer comme message, de pouvoir véhiculer un message qui est faux, non filtré, qui n'est pas validé, etc., etc. Donc on peut mettre tout et n'importe quoi sur les médias sociaux et il va toujours avoir une frange de la population qui va être susceptible de s'accrocher à ce genre de valeurs-là. Et une fois que c'est dans la population, le message est présent, peut être diffusé, modifié. Et ce que je dis toujours, c'est que même si le message est complètement faux, il est des fois tellement gros et tellement faux que l'immense majorité de la population va comprendre que ce n'est pas un message véridique, mais les gens finissent par avoir un certain doute peut-être sur 10% de la valeur du message, 15% de la valeur du message, en se disant c'est clair que ce qui est raconté dans ce genre de médias sociaux n'est pas correct, mais il y a peut-être une petite vérité quelque part. Et c'est ce qui fait que ce mouvement prend de l'ampleur dans un contexte où les gens se posent des questions. Alors, le problème de la vaccination, ça a été, je vous dirais, le vaccin qu'on appelle le MMR ou rubéole, rougeole, oreillon, qui, sur une étude qui a été complètement fausse, a été associé à l'autisme et qui par la suite a été complètement démenti, y compris par les auteurs, excepté un, qui ont participé à l'étude. Donc, ce mythe-là a été, je vous dirais, un point d'ancrage pour les gens des mouvements anti-vaccins et qui ont commencé à, je vous dire, établir toutes sortes de faussetés sur la valeur des vaccins.
Même chose pour l'autisme aussi, je pense. Là. L'article dans le Lancet, il y a quelques années, qui a eu des répercussions là, vraiment énormes. Là. Alors, tout à fait, quand les gens ont essayé d'associer l'autisme avec le vaccin contre la rougeole, qui n'a absolument aucun rapport, beaucoup de parents ont soit décidé de ne pas faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, soit espérer que les autres étant vaccinés, ils protégeront de façon indirecte leurs enfants, parce qu'il existe ce qu'on appelle une immunité de groupe, c'est-à-dire lorsque vous vous immunisez plus de 90% ou 95% de la population, ceux qui ne le sont pas sont indirectement protégés par l'immense majorité des gens qui le sont. Donc il y a des parents qui ont dit, c'est pas que j'y crois trop, je pense pas que c'est un si mauvais vaccin, mais je ne prendrai pas le risque moi, mais je vais laisser les autres prendre le risque et indirectement mes enfants vont être protégés. Donc il y a toutes sortes, voyez-vous, de la gamme de comportements, et c'est pas des gens qui sont anti-vaccins forcément, c'est des gens qui se sont dit je ne prendrai pas le risque ou je ne ferai pas. Et donc à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la rougeole étant une maladie extrêmement contagieuse, lorsqu'elle réapparaît, souvent dans des contextes de conflits politiques. Alors on voit par exemple que les zones où il y a beaucoup de rougeole, c'est le Yémen, où il y a une guerre civile, l'Ukraine, où il y a eu une guerre, la Syrie. Donc ce genre d'endroits dans le monde où vous avez des pays qui ne sont plus des pays, ou qui sont complètement détruits, pour toutes sortes de raisons politiques. Donc les maladies infectieuses ont toujours tendance à trouver un terreau fertile quand vous avez une instabilité des systèmes de santé. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que cette rougeole-là va se répandre sur la planète. Et lorsqu'elle arrive dans une population où les gens ne sont pas protégés, ça va être comme un feu de paille, ça va partir très rapidement et les gens vont tomber malades. On a vu aussi une recrudescence ici au Canada récemment avec une dizaine de cas aussi en France, si je me trompe pas. Partout aux États-Unis, il y a eu un nombre augmenté de cas, au Canada, en France, dans certains pays d'Europe, en Grande-Bretagne, donc tout simplement parce que justement les gens ne vont pas forcément faire vacciner leurs enfants à un moment donné. Deuxième mythe qui circule beaucoup là de la part du mouvement anti-vaccin, l'aluminium dans les vaccins est nocif. Il y a de l'aluminium dans nos vaccins. En réalité, il y avait un produit qui s'appelait le thymérosal, qui était un dérivé du mercure un petit peu, mais qui est en quantité infime. Il y a un petit peu d'aluminium, encore une fois, en quantité infinitésimale. Ce sont souvent des produits qu'on utilise comme des produits adjuvants ou des produits stabilisants, mais c'est à des quantités tellement faibles que ça a probablement aucun impact sur vous. Vous savez, les gens ont beaucoup parlé du mercure, par rapport au vaccin. Probablement que si vous mangez beaucoup de sushis, vous avez plus de chances d'avoir du mercure que si vous vous faites vacciner. Oui. Alors, ça déboulonne ce mythe-là, disons. Les quantités, quand vous dites infinitésimales. Oui, très petite quantité. Donc, c'est démontré que ça affecte pas la santé humaine. Oui, c'est des quantités qui sont extrêmement minimes. Là, c'est des quantités infimes. Mais vous savez, dans la vie, quand on est devant son ordinateur, on est exposé à un certain rayonnement. Quand on mange, il y a des produits dans notre nourriture. Donc, on est exposé à notre environnement si vous utilisez des pesticides. Et je dis pas que c'est bien, mais ça existe dans la réalité. Donc, on est continuellement confronté dans notre environnement à toutes sortes de produits, d'ondes, tout ce que vous voulez, qui vont faire que ça va avoir peut-être un impact sur la santé à des doses extrêmement élevées. Mais dans la vie de tous les jours, ça n'a pas d'impact de façon marquée. Alors, on peut pas vivre dans un environnement où il n'existe absolument zéro risque, ça n'existe pas. Mais souvent, les gens oublient que il y a peut-être un siècle, on utilisait beaucoup plus de produits toxiques comme des dérivés du mercure, etc., dans toutes sortes de choses, dans l'alimentation. Vous savez, on avait des thermomètres au mercure auparavant, on utilisait du mercure beaucoup plus dans des produits au niveau de l'industrie horlogère, etc. Donc le mercure était beaucoup plus utilisé dans notre environnement qu'il l'est aujourd'hui, et à ce moment-là, il faut remettre tout ça en perspective. Troisième mythe là qui est beaucoup véhiculé, et celle-là, elle est intéressante. Les campagnes de vaccination servent seulement à enrichir les compagnies pharmaceutiques. On est un petit peu dans la théorie du complot ici. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors ça, c'est un gros problème parce que c'est un problème qui devient idéologique de la part de certains groupes qui mettent tout sur le dos des compagnies pharmaceutiques. Bien sûr, les compagnies pharmaceutiques sont là pour faire de l'argent, mais comme les compagnies d'auto sont là pour faire de l'argent, comme les compagnies de nourriture sont là pour faire de l'argent, donc il faut remettre les choses en perspective, mais il faut quand même souligner certains points. Premièrement, c'est que l'industrie pharmaceutique et celle du vaccin est une des industries les plus réglementées. Donc vous pouvez... Donc c'est balisé par la santé publique.
public, tout ça, là, il faut le dire. C'est balisé par Santé Canada, c'est balisé par toutes sortes d'organisations, et puis il y a aussi une redondance des organisations, c'est-à-dire que si par exemple le Canada laisse passer un médicament ou un vaccin, ben il y aura peut-être une agence aux États-Unis, en Europe, ailleurs dans le monde qui elle va le stopper parce que eux, donc il y a une espèce de filet de sécurité multiple. Je trouve toujours ça intéressant de voir qu'on accuse beaucoup l'industrie pharmaceutique de toutes sortes de choses, mais c'est pas tout le monde qui se fait vacciner, puis c'est pas tout le monde qui prend des médicaments. Par contre, tout le monde mange et tout le monde boit, et on ne met pas les mêmes critères à l'industrie alimentaire qu'on met à l'industrie pharmaceutique. Alors, sans vouloir du tout défendre l'industrie pharmaceutique, c'est pas du tout mon but, mais vous savez, l'industrie pharmaceutique, en termes de sécurité, c'est une industrie qui est beaucoup plus surveillée que beaucoup d'autres industries. L'autre chose, il faut pas oublier, c'est que si un vaccin ne rend pas les résultats escomptés au niveau des programmes de santé publique, on va s'en apercevoir. Alors, moi, je peux vous dire, je vous donne un exemple très simple. On a au Québec introduit dans les années 90 des vaccins contre la méningite, et depuis ce temps-là, les taux de méningite chez les enfants ont quasiment disparu. Donc, on voit qu'il y a un impact direct. On a beaucoup parlé d'un vaccin qui a été le vaccin contre le virus du HPV, et les gens ont accusé ce vaccin-là, le Gardasil, entre autres, de beaucoup de problèmes, mais on s'aperçoit, par exemple, que les cancers du col ou toutes les anomalies du col ou même les condylomes sont en chute libre au Québec, comme dans beaucoup d'autres pays où des programmes de vaccination ont été introduits. C'est que malheureusement, il y a des fois associés au mouvement anti-vaccin des pseudo-scientifiques qui vont essayer de faire leur carrière en tapant sur l'industrie pharmaceutique, en essayant de mettre des liens entre l'industrie pharmaceutique et la recherche clinique, etc., etc. Et c'est des liens très ténus et des liens qui sont pas des fois justifiés du tout sur certains aspects, mais on veut mettre le doute dans la tête des gens en disant il y a là un complot de l'industrie pharmaceutique pour vous faire vacciner afin qu'ils fassent beaucoup d'argent. Ouais. Et c'est ça le problème, Dr. Weiss. Souvent, ça vient de voix qu'on dit crédibles, comme d'autres scientifiques, qui viennent jeter un pavé dans la mare. C'est juste des mouvements, ou c'est juste des réflexes de gens qui veulent faire des carrières sur pas grand-chose, ou vous savez, c'est comme n'importe quel sujet. C'est comme si vous parlez des changements climatiques. Vous allez toujours avoir quelqu'un qui va venir dire le contraire de tout le monde. C'est un peu normal. Et puis vous allez avoir... Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société où on va souvent accorder la même importance aux deux parties pour essayer de donner une voix aux deux. Alors, si vous avez quelques personnes qui vous disent que la Terre est plate, on va leur accorder la même importance que ceux qui vont dire que la Terre est ronde, et on va dire on va ouvrir un débat là-dessus. Donc oui, vous pouvez l'ouvrir, mais à un moment donné, il y a une vérité qui se présente quand même. De là l'expression le consensus scientifique. Voilà. Peut-être rapidement le dernier là des mythes, parce qu'il reste important. Vous y avez touché au tout début, il est inutile de vacciner les gens contre des maladies qui n'existent plus. Là, on est un peu dans la quadrature du cercle, j'ai l'impression, avec ce mythe-là. Ils existent plus parce qu'on a vacciné, j'imagine, là, ces maladies-là. Alors tout à fait, quand on regarde les gens, est-ce qu'on veut plus être vacciné parce qu'on a des maladies qui n'existent plus? Et en effet, c'est le succès des vaccins qui a fait que ces maladies-là ont complètement disparu. Par contre, ce qui est important, c'est que dès qu'on baisse notre garde, la résurgence de ces maladies-là se fait rapidement. Et on le voit dans un contexte où les systèmes de santé s'effondrent. Lorsque les systèmes de santé se sont effondrés, le risque d'avoir une résurgence importante de ces maladies existe. Et ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'on commence à avoir des cas de polio, avant des cas de rougeole, etc. Les gens oublient, mais il y a encore beaucoup de gens qui meurent de la rougeole dans certains pays dans le monde. Il y a des maladies comme la rage qui ont quasiment disparu dans notre environnement, mais qui tuent encore 50 000 personnes par année en Inde. Il y a d'autres maladies qui sont encore très problématiques. Et quand on voit que des fois, il y a des maladies émergentes, vous savez, on a vu Ebola, tout le monde voulait un vaccin parce que c'est une maladie qui faisait peur à beaucoup de monde. On a vu le Zika, beaucoup de gens se feraient vacciner contre le Zika parce que là, on dit surtout aux jeunes femmes en âge de procréer ou enceintes, vous pouvez plus aller dans des zones où vous avez potentiellement une exposition au virus du Zika. Je suis sûr si demain on avait un vaccin contre le VIH, tout le monde prendrait le vaccin contre le VIH. Vous savez, il y a eu plus de 600 vaccins qui ont été testés pour le VIH qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui ont été investis, pas juste par des compagnies pharmaceutiques, mais beaucoup par des États dans la vaccination contre le VIH. À date, on n'a pas trouvé de vaccin, mais je suis sûr que si on avait un vaccin, vous imaginez que quelqu'un va dire, moi, je suis pas sûr d'être vacciné, je pense que je prendrai pas le vaccin parce que... Alors, il y a un moment donné, c'est intéressant, moi je dirais que
on est confronté à un choix de société d'un pays riche qui se pose des fois des questions un petit peu inutiles qu'on se poserait pas ailleurs parce que les gens n'auraient pas du tout les mêmes priorités dans ce contexte-là. Et le luxe de réfléchir à ces questions. C'est une question philosophique finalement de se dire, vu qu'on a réussi tellement bien avec la vaccination, on commence à mettre en doute la vaccination. On aura au moins déboulonné certains mythes et donné leur juste aux auditeurs. Merci beaucoup, Dr. Weiss. Ça me fait plaisir. Vous venez d'entendre le Dr. Karl Weiss. Le Dr. Weiss est chef de la division des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif, un établissement du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Le vaccin contre la grippe est offert dans les 5 CLSC de notre CIUS à partir du lundi 4 novembre 2019. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site clicsanté.ca, CLIC santé.ca. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentre-ouest.ca, balado CIUSSS centre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre Santé, une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre Santé.